J'espère qu'il y a, voilà, qu'il n'y a pas trop de fatigue après ces quelques jours de fête de l'humanité. Voilà, pour ma part, donc, je suis Aurélie Trouvé, je suis députée FI NUPES, mais donc jusqu'à il y a quelques semaines, et je vais faire le lien avec Stefano Palombarini, j'étais enseignante-chercheuse en économie. Il se trouve aussi que j'étais présidente du Parlement de l'Union populaire qui est devenu Parlement de la NUPES, mais tout ça a un lien avec Stefano Palombarini, puisque d'abord, Stefano a d'abord été un collègue en économie, puisqu'on est tous les deux inscrits dans ce qu'on appelle la théorie de la régulation, d'inspiration marxiste-keynésienne, on peut se dire ça comme ça, en économie. Et donc moi, voilà, depuis longtemps, même de ma thèse il y a 20 ans, je m'inspirais d'Amable, avec qui bosse beaucoup, Palombarini évidemment, et d'autres. Donc voilà, c'est pour moi en tout cas, Stefano Palombarini, c'est d'abord un grand économiste et analyse de l'économie hétérodoxe, on peut dire ça comme ça, et visant à la pluridisciplinarité. Et puis Stefano a fait partie dès le départ aussi du Parlement de l'Union populaire, devenu Parlement de la NUPES, et donc très engagé aussi dans notre mouvement. Et alors il a écrit avec Bruno Amable un bouquin qui a marqué beaucoup de gens, qui s'appelle Le Bloc bourgeois. Je ne sais pas si vous l'avez lu, voilà. Et il se trouve que dans quelques jours ou quelques semaines, tu nous rediras, eh bien, il sort un bouquin avec Amable qui s'appelle Où va le bloc bourgeois, et qui actualise les analyses à partir de ce qui s'est passé depuis quelques mois, et qui a été particulièrement riche sur le plan politique. Voilà, je te passe peut-être la parole pour nous dire voilà, ce qu'est ce bouquin, comment il actualise, et notamment à partir de ton analyse des trois blocs, le bloc bourgeois, le bloc alternatif populaire, on en reparlera tout à l'heure, et ce bloc d'extrême droite. Alors, merci d'abord à vous d'être là. Merci à ma présidente, puisque Aurélie est ma présidente au Parlement de la NUPES, d'être là aussi. Donc, juste un mot sur ce bouquin qui va sortir début octobre. Et le titre est « Où va le bloc bourgeois ?» C'est un bouquin un peu particulier. Donc, moi, effectivement, je travaille avec Bruno Amable beaucoup depuis une vingtaine d'années, et moi-même depuis l'époque de ma thèse de doctorat, sur une approche théorique d'analyse des politiques publiques, une approche spécifique. On a élaboré une série de concepts qu'on analyse, et en général, quand on travaille sur des objets empiriques, on attend de disposer des données solides, sérieuses, notamment en termes d'enquête post-électorale. Alors, ce bouquin qui va sortir est complètement différent des autres, parce qu'on nous a demandé, aux éditions La Dispute, de suivre le processus électoral en cours en France. Et le bouquin se compose de 3 entretiens, à Bruno et à moi, qui ont été faits à 3 moments différents. Le premier entretien date de début mars, et donc on était à peu près un mois avant le premier tour de la présidentielle. À l'époque, on était dans le brouillard total du point de vue politique. J'ai regardé, pour me remémorer ça, à l'époque, dans les sondages, Mélenchon était 5e. Il y avait Macron, Le Pen, mais très proche de Le Pen, il y avait Pécresse et Zemmour. Hein. Et donc c'est à ce moment-là que le premier entretien, Mélenchon était 5e à 10%, et les autres candidats de gauche beaucoup plus bas. Et le premier entretien a été fait à cette époque-là, et c'est retranscrit dans le bouquin. Le deuxième entretien a été réalisé entre la présidentielle et la législative, et le troisième et dernier entretien, on l'a fait une semaine après le deuxième tour des législatives. Donc, ces bouquins, c'est vraiment de l'ordre du commentaire en direct d'un processus électoral en cours. Hein. Donc, c'est très différent d'un bouquin d'analyse théorique sur un objet constitué, solide, etc. Et donc, on a pris, je pense, on a accepté de jouer les jeux, en prenant évidemment les risques de dire des bêtises. Maintenant, il faudrait relire les bouquins pour voir si on en a dit beaucoup ou si on s'en sort. Mais ce que je retiens de ces 3 entretiens, et peut-être on va y revenir maintenant, c'est, si vous voulez, les points de départ, et c'est quelque chose qui s'est joué dans l'espace de 3 mois. Hein. Les points de départ qui est début mars, c'était vraiment une situation
d'éclatement du paysage politique. Hein. Et cet éclatement du paysage politique correspond à des analyses qu'on a produites avec Bruno, des analyses en termes de crise politique. Notre analyse, c'est qu'en France, il y a une crise politique qui commence dans les années 80. Et dans notre approche, la crise politique correspond à l'absence d'un bloc social dominant. Hein. Dans les années 80, les deux blocs de référence de la politique française, le bloc de droite et le bloc de gauche, commencent à se décomposer. Il y a des grands partis, hein, c'est les PS d'un côté et l'RPR, après les Républicains, l'UMP et les Républicains de l'autre côté. Ces deux blocs commencent à se décomposer dans les années 80, s'effondrent progressivement. En 2017, le bouquin qu'on a publié qui anticipait la victoire de Macron, il y a un bloc nouveau qui va émerger, qui est le bloc bourgeois, mais on pensait que ce bloc bourgeois était destiné à rester minoritaire, qu'il n'aurait pas pu s'imposer comme bloc dominant. Et donc ce n'était pas surprenant pour nous de se retrouver confrontés à un paysage politique complètement éclaté. C'était le signe de l'approfondissement d'une crise politique, d'un délitement des alliances sociales, dont le début date d'il y a 35 ans maintenant. Okay. À la fin du processus, donc 3 mois après, au mois de juin de cette année, on a toujours un paysage de crise politique. Il n'y a pas une alliance sociale suffisamment forte pour valider une stratégie de politique économique et de politique publique plus en général. Les signes les plus clairs du fait que la crise politique est toujours ouverte, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Hein. C'est bien l'image la plus claire qu'on puisse avoir de l'absence d'une alliance sociale dominante. Mais d'un autre côté, les brouillards qui caractérisaient les paysages politiques au mois de mars ont en partie disparu parce que, clairement, hein, il y a 3 blocs qui ont émergé. Peut-être après, on va y revenir sur est-ce que cette situation est stable ou est-ce qu'elle va évoluer. Mais pour l'instant, on a 3 blocs clairement définis. On a la gauche qui s'est recomposée autour d'une hypothèse de rupture avec un UPS. Et dans l'espace de la droite, il y a 2 blocs solides, minoritaires mais solides. Il y a le bloc bourgeois autour de Macron et un bloc, disons pour dire vite, d'extrême droite autour de Le Pen, hein, qui structure l'espace de la droite. Donc on a ces paysages à 3 blocs qui ressortent du processus électoral. Donc je finis ici, je ne vais pas être trop. On a une crise politique définie comme absence d'une alliance sociale dominante, d'un bloc social dominant qui est toujours ouverte, mais on a une structuration en 3 blocs qui est assez claire, hein, et qui a émergé au cours du processus électoral dans lequel sont enchaînées les présidentielles et les législatives. Ça n'existait pas. Si vous allez regarder janvier, février, etc., il y avait d'un côté, on pensait que la gauche mélenchoniste, insoumise, c'était une espèce de parenthèse bizarre qui allait se refermer. Il y avait des bouquins qui sortaient sur la chute de Mélenchon et compagnie. L'espace de la droite était... Il y avait plusieurs candidats avec plusieurs hypothèses de médiation en compétition entre elles. Ah, tout ces brouillards a disparu, hein, et grâce au processus électoral. Les processus électoraux sont là aussi pour éclairer un peu les choses. Merci beaucoup. Alors, peut-être d'abord, je voudrais que tu développes sur les blocs auxquels on fait face, c'est-à-dire à la fois le bloc bourgeois et le bloc d'extrême droite. Bon, j'aurais d'abord 2 questions. Sur le bloc bourgeois, où en est-on finalement de cet agenda néolibéral porté par le bloc bourgeois et plus globalement l'agenda de ce bloc? On voit aujourd'hui quand même qu'il y a une offensive majeure et peut-être une accélération de cet agenda. On le voit parce qu'il y a quelque part les piliers de la protection sociale qui sont dans le viseur avec les réformes des retraites et de l'assurance chômage. Donc quelque part, on va encore un peu plus loin. Les relations salariales, parce que c'était aussi au cœur de la loi pouvoir d'achat, hein, vraiment avec cette idée qu'on n'augmente absolument pas les salaires réels, les minima, etc. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas, voilà, est-ce qu'on rentre pas dans le dur de ce point de vue-là? Donc ça, c'est une première question sur cet agenda ultralibéral qui peut-être s'accélère. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas considérer les crises du Covid
et les crises liées à la guerre en Ukraine comme des facteurs d'accélération, c'est-à-dire un capitalisme néolibéral et un bloc bourgeois qui serait capable de s'emparer de ces crises-là pour accélérer finalement la logique capitaliste et finalement renforcer les profits des capitaux grâce, entre guillemets, à ces crises du Covid et cette crise liée à la guerre en Ukraine. Ça, c'est une première question. Et j'ai une deuxième question sur ces deux blocs bourgeois et d'extrême droite, parce que tu les distingues. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'aujourd'hui, il y a une vraie convergence entre ces deux blocs bourgeois et d'extrême droite, c'est-à-dire un bloc bourgeois qui de plus en plus incorpore ce qui est au cœur en fait du bloc d'extrême droite, à savoir l'étouffement de la démocratie, à savoir le fait d'être sur l'ultra-sécuritaire, enfin voilà, tout un tas et de surfer aussi sur l'antiracisme. Hein. Donc là, il y a toute une évolution faite de ces dernières années. Et de l'autre côté, un bloc d'extrême droite qui finalement sert quand même largement les intérêts bourgeois et de plus en plus clairement. D'ailleurs, peut-être à travers cette banalisation, entre guillemets, de l'extrême droite dans l'hémicycle, il y a aussi la clarification de leur position pro-bourgeoise dans tous leurs votes. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un vote qui peut se faire à l'encontre des intérêts des plus riches, des multinationales, des assureurs, des propriétaires, etc., ils votent en masse et complètement avec le bloc bourgeois. Donc finalement, est-ce qu'on peut encore parler de deux blocs réellement distincts? OK. Alors, sur la première question, on rentre dans le dur et ça s'accélère concernant les réformes néolibérales. Oui, et c'est dans la logique de la transition néolibérale. J'ai refait un peu l'historique de notre analyse qui est dans le bouquin de 2017. À partir des années 80, la gauche et la droite ont un projet de réforme, pour des raisons différentes, mais on partage un projet de réforme du capitalisme français dans la direction néolibérale. Les années 80, le début des années 80, c'est les années où le néolibéralisme s'impose partout. Il y a Thatcher au Royaume-Uni, il y a Reagan aux États-Unis. Pour un tas de raisons, dans beaucoup de pays, on pense que pour être compétitif, pour être moderne, c'est ces modèles-là qu'il faut adopter. La réforme néolibérale va très très vite dans les pays anglo-saxons. Ça va plus lentement dans les pays d'Europe continentale, mais ça concerne tous les pays d'Europe continentale. Et cette exigence de modernisation du capitalisme français est partagée par la droite et par la gauche française. Sauf que la réforme, ce processus de réforme, est ralenti en France par l'effet qu'aussi bien dans les blocs de droite que dans les blocs de gauche, il y avait des composantes populaires qui étaient opposées aux réformes néolibérales. Et donc, il y avait des résistances à l'intérieur des alliances sociales, des références pour la gauche et pour la droite. Quelle a été la réaction des dirigeants des différents partis qui se sont succédés au gouvernement, et notamment pour la gauche, pour la droite c'est un peu différent. Disons, un mot sur la droite. La droite, en réalité, a eu quasiment une attitude schizophrène, qui venait de cette division au sein de sa base. Dans la base de la droite, il y avait des catégories, les professions libérales, les dirigeants d'entreprises, les cadres du privé, etc., qui voulaient des réformes. Et il y avait une autre composante dans la base de la droite, les employés du privé, les salariés du privé, le monde agricole, qui ne voulaient pas de ces bouleversements de l'organisation du capitalisme en France. Et la droite, ceux qui ont l'âge pour s'en rappeler, a oscillé. Vous avez Chirac, qui est la figure emblématique, et par moments était un thatcherien qui voulait réformer tout à grande vitesse, et par moments c'était celui qui devait s'occuper de la fracture sociale et avoir un rôle protecteur, etc., et donc ralentir toutes les réformes. Ça, c'est la droite. Plus intéressant, c'est la gauche, qui, notamment la gauche socialiste, qui a décidé de réformer le capitalisme français, mais progressivement, à partir de ce qui faisait le moins mal, c'est-à-dire à partir du régime monétaire, à partir des traités commerciaux, à partir de la libéralisation de la finance.
qui sont des réformes importantes, essentielles même dans la dynamique d'un capitalisme, mais moins ressenties comme agressives par les classes populaires qui votaient à gauche. Bon. Ça commence dans les années 80. Quand on arrive dans les années 2010, on approche du dur, c'est-à-dire on approche de la protection sociale, on approche de la relation salariale, des services publics essentiels. Et c'est ça qu'il faut réformer maintenant. Aujourd'hui, c'est les allocations chômage, c'est le système de retraite. Hein, des choses qui, évidemment, sont ressenties. La libéralisation de la finance, on peut comprendre que ça va avoir des conséquences qui vont faire mal aux classes populaires, mais c'est des conséquences indirectes, disons comme ça. Quand vous réformez les allocations chômage, c'est les mois prochains, il y a moins d'argent qui arrive pour les chômeurs. Donc, il ne faut pas aller dans la sophistication théorique pour les comprendre. Et donc, ces processus et les processus qui sont à la base de l'éclatement des désalliances sociales, hein, dans lesquels la gauche perd, la gauche des années 80, 90, 2000, 2010, perd progressivement sa composante populaire, qui s'en va. La droite éclate entre la droite dite républicaine, ça n'existe plus comme expression, mais c'est une expression qui a existé longtemps, pour la différencier de l'extrême droite. Et les blocs bourgeois émergent pour ça. Hein, émergent ayant comme projet, il faut aller dans le dur. Pour y aller, on ne peut plus compter sur les anciennes alliances de gauche et de droite, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'y aller. Hein, Hollande, qui réforme la relation salariale, il n'est après même pas en mesure de se représenter à l'élection. Hein, pour dire combien sa base sociale ne le suit pas dans son action. Et donc, les blocs bourgeois qui émergent avec Macron en 2017, mais qui avait déjà montré des signes de son existence, au moins avec la candidature Bayrou, disons, avant, c'est un bloc qui va au-delà de la gauche et de la droite, qui agrège les classes qui étaient dans le bloc de gauche favorables aux réformes et les classes qui étaient dans le bloc de droite favorables aux réformes. Les réunis ensemble dans un bloc nouveau, qui est un bloc bourgeois, parce que ces classes favorables aux réformes, c'est les classes qui, dans la hiérarchie sociale, sont plutôt vers le haut. Hein. Ce n'est pas les classes populaires qui sont favorables aux réformes. Et donc le bloc bourgeois a été pensé pour pouvoir réformer les retraites, la relation salariale, les services publics, etc., etc. Hein, donc il existe pour ça. Donc évidemment qu'ils vont y aller, hein, sinon ça n'aurait aucun sens. Et l'accélération aussi est dans l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que ces blocs nouveaux émergent sur la crise des autres. Mais par structure, c'est un bloc minoritaire. Hein, parce que quand vous réunissez les hauts de la société française, vous ne faites pas 50%. Hein, et Macron a été en 2017 et en 2022 très loin de faire 50%. Très loin. Et c'est normal. Hein, une alliance sociale qui exclut programmatiquement l'ensemble des classes populaires est une alliance sociale à vocation minoritaire, qui peut gagner sur la faiblesse des autres, hein, mais qui n'est pas dominante au sens qu'elle ne représente pas une majorité de la société française. Et alors, pourquoi accélérer dans ces conditions? Parce que, si vous voulez, il y a une idée stratégique, hein, qui n'est pas spécifiquement de Macron, qui est une idée de beaucoup de réformateurs néolibéraux, et qui était l'idée de Thatcher. Pourquoi Thatcher était très vite? Parce qu'il avait cette idée-là. C'est, OK, les réformes vont rencontrer, et Thatcher en a rencontré beaucoup, des résistances dans la société. Hein, mais si on arrive à vaincre ces résistances et à faire passer nos réformes, on va produire une réorganisation de la société telle que les intérêts favorables au néolibéralisme vont prendre de la force. Par exemple, pour le dire vite, si on fait éclater complètement les rapports salariales, hein, hypothèse, on fait éclater complètement les rapports salariales, chaque individu confronté à ses perspectives d'emploi ou de chômage, etc., en sachant que les risques du chômage vont retomber sur lui, par exemple, il n'y a plus de protection sociale, en sachant qu'il n'y a plus de CDI, donc il n'y a plus de contrats stables, tout est très précaire, mais il va demander de la flexibilité. Parce que pour retrouver une fois au chômage, quelle est l'exigence numéro un? C'est retrouver un emploi à ce moment-là, le plus vite possible, à peu près n'importe quel emploi.
Et pour les faire, il faut avoir en face un marché du travail hyper flexible. C'est ça qui permet de retrouver une activité. Et donc, par exemple, les clivages, en économie, on dit insiders, outsiders. Okay? Ceux qui sont protégés et ceux qui ne sont pas protégés. Si vous faites avancer suffisamment la réforme néolibérale, vous aurez un tas de travailleurs qui deviendront hostiles à ceux qui ont une forme de protection résiduelle. C'est des choses qu'on voit déjà un peu dans les classes populaires en France à cause des réformes qui ont été faites. Les fonctionnaires qui sont perçus comme des privilégiés. Ou, pour rester à des débats d'actualité, les allocataires qui sont perçus comme des assistés. Okay? Si vous allez suffisamment vite avec la réforme néolibérale, d'où l'accélération, vous produisez une recomposition de ce type qui fait que, oui, aujourd'hui, la réforme rencontre d'énormes résistances, mais une fois qu'on sera dans le monde néolibéral, on trouvera les soutiens qu'aujourd'hui n'existent pas. Okay? Et ça passe par, pour le dire vite, par l'éclatement complet des classes populaires, par l'individualisation complète des parcours, la fin des solidarités de classe, etc. Et donc l'accélération est aussi dans l'ordre des choses. Le pari de Macron, c'est « Ok, je suis minoritaire, mais si je réforme très vite, peut-être que demain je deviendrai majoritaire dans la nouvelle société que je vais faire émerger. » Alors, ça, c'était la première question. La deuxième, c'était... C'était est-ce qu'il n'y a pas convergence entre le bloc bourgeois et le bloc d'extrême droite? Oui. Et peut-on encore les distinguer franchement? Alors, d'un point de vue de la composition des alliances sociales, il y a une différence très claire. Les blocs construits par Macron, c'est vraiment un bloc bourgeois qui s'est élargi au cours du premier quinquennat, notamment vers les retraités, mais les retraités les plus aisés, qui avaient voté Fillon en 2017, ont voté Macron en 2022. Mais ça reste un bloc très caractérisé socialement. Dans la hiérarchie sociale, c'est les classes moyennes et hautes qui sont là. Alors qu'il y a une composante populaire importante dans le bloc d'extrême droite. Donc, du point de vue de la composition des bases, disons, il y a une différence très nette. C'est pour donner une image. L'ancien bloc de droite, celui de Chirac, Sarkozy et compagnie, qui était un bloc interclasse, qui réunissait presque la moitié de la société française, et parfois plus de la moitié. Bon, ces blocs, c'est quasiment scindé en deux. Ce n'est pas tout à fait ça, mais la partie haute est chez Macron et la partie basse, populaire, chez Le Pen. Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a une composante bourgeoise dans l'extrême droite aussi. Mais pour donner une image, c'est un peu ça. Maintenant, ces deux alliances sociales sont les stratégies qui sont à l'origine de ces deux alliances sociales sont à l'intérieur du même paradigme, sont à l'intérieur du paradigme néolibéral. Ce n'est pas une bizarrerie française, ça. Faisons un scénario hypothétique. Imaginons que la gauche de rupture, que la NUPES, disparaisse. Okay? Qu'est-ce qui resterait? Il resterait des alliances sociales à l'intérieur du paradigme néolibéral qui partagent l'adhésion à la vision néolibérale du monde. Okay? Une alliance, celle de Macron, plus bourgeoise, plus ouverte du point de vue culturel, plus désireuse d'intégration avec d'autres pays, surtout du point de vue économique. Okay? Et une autre alliance, davantage populaire dans sa composition, avec des tendances protectionnistes, avec les thèmes identitaires sur sauvegarder l'identité française, etc. Cette espèce de thème identitaire mis en avant. Donc, ces des alliances se différencieraient sur certaines dimensions, alors qu'elles se réunissent dans la poursuite des réformes et des politiques néolibérales. Okay? Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas une bizarrerie? C'est parce que dans les pays dans lesquels la réforme néolibérale a été au bout, c'est ça le paysage politique. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant aux États-Unis, parce qu'au cours de la dernière période, il y a une gauche de rupture qui a émergé. Mais quand vous prenez la présidentielle Trump versus Hillary Clinton, c'était ça. Il n'y avait pas de différence du point de vue
de l'adhésion au néolibéralisme. Il y avait une base plus populaire chez Trump, plus élitaire, disons, chez Clinton. Il y avait des tendances protectionnistes chez Trump qui n'existaient pas chez Clinton, etc. C'est exactement ce qui resterait en France si la gauche de rupture disparaissait. Et donc, on aurait une différenciation sur des thèmes culturels, identitaires, et un parti économique, mais un petit parti, juste lié au commerce international, alors que l'adhésion au néolibéralisme serait partagée. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, parce qu'il y a un troisième bloc, qui est celui de la gauche de rupture. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on parle des salaires minimums, si on parle des retraites, si on parle des services publics, il y a une convergence des faits entre le bloc bourgeois et l'extrême droite, ce qui ne veut pas dire que c'est la même alliance sociale. C'est des alliances sociales différentes, mais les deux sont formées à l'intérieur du paradigme néolibéral. Merci beaucoup Stéphano. Alors juste une réaction sur néolibéralisme économique, parce que ce que tu dis, c'est finalement que le bloc bourgeois et le bloc d'extrême droite partagent cette même stratégie, enfin ce même agenda néolibéral. Je voudrais juste faire une remarque là-dessus, c'est que l'État néolibéral, c'est pas juste l'autorégulation des marchés et l'idée qu'on irait progressivement vers une concurrence libre et non faussée. Enfin, pour moi, c'est pas ça à la base. D'ailleurs, David Harvey, le sociologue marxiste américain, le décrit très bien dans un bouquin. C'est-à-dire que l'État néolibéral, c'est vraiment être au service d'une accumulation des profits du capital de multiples façons, y compris parfois avec un État fort, qui peut être un État fort sécuritaire, parce que pour mener cet agenda-là, il faut aussi étouffer la démocratie, faire en sorte que les forces qui s'y opposent, les forces populaires qui s'y opposent, puissent s'exprimer le moins possible, d'où aussi la répression policière contre les mouvements sociaux. Ça fait partie pour moi de l'agenda néolibéral et de cet État fort de ce point de vue-là, mais aussi un État qui peut être fort pour soutenir les profits du capital, avec par exemple le fameux quoi qu'il en coûte, qui a servi essentiellement en fait à renflouer les profits des entreprises à travers des aides massives, des centaines de milliards d'euros qui n'étaient pas conditionnées ni sur le plan social ni sur le plan écologique, et qui ont surtout permis aux profits, aux dividendes, de repartir après la crise du Covid, comme là, il y aura aussi un État qui agit pour que tous les profits, surtout, ne soient pas, et au contraire, puissent même repartir bien à la hausse grâce à l'inflation. D'ailleurs, aujourd'hui, pour moi, on a une inflation qui est mise au service. Keynes nous disait l'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. En l'occurrence, là, en ce moment, l'inflation, c'est l'explosion en fait, des profits avec une boucle prix-profit qui est relativement claire. Alors, j'en arrive maintenant à une autre question qui est sur nous, en fait, c'est-à-dire ce fameux bloc alternatif qui fait face au bloc bourgeois et au bloc d'extrême droite. Ce bloc qu'on peut nommer bloc populaire, et d'ailleurs j'ai une première question, est-ce que le terme bloc populaire est le bon terme ? Alors, par ailleurs, moi, dans un bouquin que d'ailleurs j'avais écrit un peu en référence au vôtre, qui était le bloc arc-en-ciel, c'était aussi une manière de caractériser ce bloc alternatif en disant, en fait, il faut essayer de relier à la fois le rouge du syndicalisme, du monde du travail, etc., le vert de l'écologie, le jaune du mouvement insurrectionnel type Gilets jaunes, et puis des aspirations à une démocratie radicale, le multicolore des luttes antiracistes, LGBTQ+, féministes, etc. Voilà. Mais c'est une autre manière de le caractériser, quelque part, ce bloc alternatif. Est-ce que le bloc populaire peut le caractériser ? Et puis ensuite, j'ai une question sur la reconquête, la fameuse reconquête des classes et du vote populaire. D'abord, est-ce que certains disent ah mais c'est terrible, on n'arrive pas à avoir ce vote des classes populaires, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un début de reconquête des classes populaires ? Bon là, je te laisserai répondre là-dessus. Est-ce que finalement le vote de la présidentielle et des législatives n'est-il pas déjà un début de reconquête de ces classes populaires et si oui, lesquelles ? Voilà. A-t-on vraiment reconquis ? Est-ce qu'on a vraiment reconquis que les classes populaires, les cités urbaines, pour être clair ? Bon. Parce que, moi, je pense qu'on a reconquis bien plus que ça, mais voilà, c'est d'où la discussion. Et là, je finis là-dessus, mais c'est aussi pour te faire réagir. Est-ce que pour reconquérir les classes populaires, il faut aller sur le terrain du bloc bourgeois et du bloc d'extrême droite ? Est-ce qu'il faut reprendre son vocabulaire ? Est-ce qu'il faut même conforter ses idées et préparer ces réformes, ces contre-réformes du bloc bourgeois et du bloc d'extrême droite ? Évidemment, je parle de ce qui fait l'actualité depuis 2 jours,
à savoir ce qui peut être repris par, ce qui peut être véhiculé par voilà, le dirigeant du Parti communiste, hein, qui est de dire, grosso modo, que, eh bien, il faut se départir des minima de la France, des minima sociaux, voilà. Est-ce que ça, c'est une stratégie qui peut, voilà, qui est viable, d'aller à ce point-là, en fait, nourrir l'agenda des deux blocs auxquels on fait face? Et finalement, donc, une question plus globale qui est comment du coup, continuer à reconquérir ces classes populaires. Et si jamais, je suis désolée, je te remplis pas mal, je t'abreuve de questions. Je sais que tu es un grand spécialiste de la gauche italienne. Et est-ce que la gauche italienne ne peut pas aussi nous donner nous envoyer, nous livrer des enseignements de ce point de vue-là? Voilà, je m'arrête là, mais ça fait déjà beaucoup de questions. Alors, je commence par la dernière, parce que je ne sais pas si... je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez un peu la situation italienne, mais non, la gauche italienne, en ce moment, elle a besoin qu'on aille l'aider à vivre, quoi. Donc, d'enseignement de la gauche italienne, qui pourtant était une gauche historiquement très, très importante, avec les premiers partis communistes de l'Europe occidentale, avec pas seulement, avec des mouvements extra-parlementaires dans tous les années 60-70, avec un mouvement syndical hyper fort, etc. Aujourd'hui, c'est des conditions totalement différentes. Donc, en Italie, on regarde beaucoup la NUPES comme une source d'inspiration à gauche. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se passe. Hein. Il y a beaucoup de regards en Italie, mais pas seulement en Italie, qui se tournent vers la France parce que cette présence d'un bloc de gauche autour d'un projet de rupture avec le néolibéralisme, pas une gauche en général, mais une gauche qui se rassemble autour d'un projet de rupture, c'est une exception française. À ce niveau de force, c'est une exception française dans le paysage européen. Alors, est-ce que c'est un bloc populaire? Je ne sais pas quelle étiquette il faut utiliser. Il y a des choses différentes là-dedans. Alors, première chose, c'est un bloc interclasse. Les votes Mélenchon 2017 déjà. Les votes Mélenchon 2022 et un vote quasiment transversal à l'ensemble des catégories socioprofessionnelles. Et donc, il y a une composante populaire qui est importante, hein, employés, ouvriers, chômeurs, étudiants, très importante chez les étudiants. Mais vous avez aussi des professions libérales, vous avez aussi des cadres du privé, vous avez aussi des artisans et des commerçants, vous avez aussi des dirigeants d'entreprise hein, qui sont dedans, qui font partie de cette alliance sociale nouvelle. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je sais que cette expression « nous sommes les blocs populaires », c'est beau. Ce qui est triste, c'est qu'il y en a au moins un deuxième qui a une composante populaire importante. Ça permettra après de venir à la question de comment on les ramène vers la gauche. Mais les blocs d'extrême droite ont une composante populaire importante. Ça, c'est dans toutes les enquêtes que vous pouvez prendre. C'est une constante. Hein. Ce qui est nouveau, disons, ce qui s'est produit au cours des 10 dernières années, 2012-2022, c'est qu'il y a un fort et important rééquilibrage. Hein, les classes populaires avaient déserté la gauche. Les ouvriers qui votaient à gauche, c'était devenu des cas exceptionnels. Okay. Aujourd'hui, vous avez une grande partie des ouvriers qui continuent de s'abstenir. Mais ceux qui votent se partagent entre... si on fait référence, je parle de la présidentielle parce que c'est pas parce que je vais dire qu'à gauche c'est Mélenchon, hein, c'est pas ça. C'est que les enquêtes électorales qui existent aujourd'hui, c'est surtout autour de la présidentielle. C'est pour ça que j'ai fait référence au vote de Mélenchon. Donc les ouvriers qui ont voté à la présidentielle, qui étaient 60%, hein, il y a eu 40% d'abstention chez les ouvriers, mais les ouvriers qui ont voté en grande partie, soit Le Pen, soit Mélenchon. Et ça, c'est une nouveauté. Hein, c'était déjà 2017, il y avait une chose nouvelle, c'est qu'il y avait un vote ouvrier pour Mélenchon.
bien inférieur à celui pour Le Pen, mais c'était une nouveauté par rapport aux échéances précédentes. Donc les ouvriers ne votaient plus à gauche depuis les années 90. Et donc, trois points sur cette définition bloc populaire. Okay. Ce n'est pas un bloc qui est populaire, c'est une alliance interclasse, comme c'était une alliance interclasse, celle qui avait permis la victoire de Mitterrand en 81. Ce n'est pas la même, évidemment. On parle d'il y a 40 ans, donc même les catégories socioprofessionnelles ont évolué. Mais Mitterrand gagnait en 81, non pas sur les votes des ouvriers et des chômeurs et des employés. Hein. Il y avait ça, et il y avait aussi des classes moyennes et autres qui avaient voté Mitterrand en 81. C'était un bloc interclasse, comme c'est un bloc interclasse, le bloc de la gauche de rupture aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas un bloc qui est populaire. Et deuxième, si on veut l'appeler bloc populaire parce qu'il a une composante populaire importante, ce qui est vrai, bah, il faut admettre qu'il y en a deux blocs populaires, parce que l'extrême droite aussi, c'est un bloc populaire. Hein. La présence des classes populaires sont majoritaires au sein de l'extrême droite, même si l'extrême droite aussi a une composante, disons, bourgeoise. Hein. Mais le gros des classes bourgeoises, il est quand même regroupé autour de Macron. Bon. Et troisième point, c'est sur la dynamique. Hein, il y a effectivement eu, au cours des 10 dernières années, il faut espérer que ça continue, une dynamique de rééquilibrage qui a fait qu'une partie des classes populaires a recommencé à voter pour la gauche, alors que ce n'était plus le cas depuis 30 ans. Alors ça, c'est pour l'étiquette. Est-ce qu'il faut continuer à l'appeler bloc populaire au moins comme projet politique, disons. Essayons de construire un bloc populaire, c'est un projet politique. Comme photographie du présent, c'est une photographie pas tout à fait correcte. Alors, l'autre question, j'aurais dû la noter. Oui, comment on retrouve justement, ces classes populaires qui votent à l'extrême droite? Alors, ça a l'air d'une bizarrerie, parce qu'effectivement, quand vous regardez la politique de l'extrême droite, la politique que propose Marine Le Pen, comment vote le Rassemblement national à l'Assemblée, on dit qu'ils ne protègent pas du tout les classes populaires. Et ils sont contre la hausse du salaire minimum. Et ils ne s'opposent pas vraiment à ce que veut faire Macron sur les retraites ou les allocations chômage. Pourquoi il y a des classes populaires qui votent là-bas? Donc on peut dire que c'est une bizarrerie, sauf que cette bizarrerie, ce n'est pas du tout une spécificité française. Hein. Quand vous regardez les paysages européens, il y a des élections justement en Italie le 25 septembre, donc dans des semaines. Et tous les sondages donnent une première position pour les élections de la fin du mois en Italie, un parti qui est encore plus à l'extrême droite que le Rassemblement national, c'est un parti fasciste, qui est en tête, et est en tête avec un projet qui ne dit rien sur les thèmes services publics, relations salariales, pouvoir d'achat, protection sociale, il ne dit rien, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire, et qui a un programme exclusivement sur l'islam, l'immigration, enfin tous les thèmes que vous pouvez imaginer, identitaires, disons, de l'extrême droite, et qui est en tête grâce à un vote massif des classes populaires en Italie. Hein. Mais vous avez de l'extrême droite un peu partout en Europe qui est nourrie par un vote populaire. Alors qu'on pourrait dire, mais comment... Vous voyez, cette bizarrerie des gens qui votent pour des partis qui ne vont pas les protéger profondément, c'est pas une bizarrerie, c'est une constante du paysage politique, hein, en termes de comparaison. Alors, pour la comprendre, je n'ai pas l'explication de cela, mais j'ai des hypothèses, j'ai une hypothèse qui est liée, si vous voulez, il faut faire la différence entre les politiques néolibérales, qui sont impulsées en France par Macron, okay, et l'hégémonie néolibérale. Quand nous parlons avec Bruno d'hégémonie néolibérale, nous faisons référence à une vision du monde, à une vision des relations économiques, à une certaine vision de ce qui est réaliste d'attendre des pouvoirs publics et de ce qui est irréaliste et qui est hors de portée. Okay? Une certaine façon aussi de ce qui fait la réussite ou de ce qui fait l'échec dans une trajectoire individuelle. Quand on dit
que le néolibéralisme est hégémonique, c'est que la vision néolibérale du monde oriente aussi les comportements politiques d'électeurs qui sont hostiles aux réformes néolibérales. Okay? C'est des plans différents. Hein. Il y a les plans des politiques concrètes, réforme des retraites, etc., réforme des allocations chômage, ça c'est les politiques néolibérales, et il y a la vision du monde néolibéral. Hein. C'est que Foucault appelait technique de gouvernementalité. Hein. Dans beaucoup de têtes, l'idée que, pour dire rapidement, que le destin de chacun dépend de ses efforts individuels est rentrée. Les solidarités des classes sont cassées profondément. Hein. En France, on peut dire non, c'est pas tout à fait ça. La France est une exception. Il y a ça, il y a beaucoup de ça en France, mais en France, il y a quand même la NUPES, la gauche de rupture qui existe, ce qui n'est plus le cas, par exemple, en Italie. Hein. Mais même en France, cette vision néolibérale est rentrée dans beaucoup de têtes. Et ou encore, ça serait bien d'avoir une redistribution, je caricature, mais ça serait bien d'avoir une redistribution massive en faveur des salaires. Mais on sait très bien que si on avantage trop les salaires, les profits baissent. Si les profits baissent, les entreprises ne sont plus compétitives. Si les entreprises ne sont plus compétitives, on va tous se casser la gueule. Donc, on aimerait bien la hausse des salaires, mais on ne va pas se battre pour obtenir parce qu'on pense qu'au bout, ça va se retourner contre nous. Hein, vous voyez, c'est ça que j'entends par... Je fais des caricatures, mais par l'hégémonie du néolibéralisme qui met son empreinte aussi sur des catégories qui sont hostiles au néolibéralisme. Et à l'intérieur de cette hégémonie néolibérale, les politiques, c'est ce qu'on disait, hein, des blocs d'extrême droite et des blocs macronistes sont à l'intérieur de ce monde-là. Et donc, ils vont impulser des réformes néolibérales. Ceux qui pensent que ces réformes néolibérales sont inéluctables. Okay? Essayons d'imaginer, je suis toujours un peu dans la caricature, mais je souffre de politique néolibérale. Je suis un ouvrier. Ma relation de travail a été précarisée par les réformes qui ont lieu. Ma retraite sera plus basse, elle arrivera plus tard. Si je suis au chômage, je serai moins protégé. Si je tombe malade, pareil, etc., etc. Donc, je souffre de ça. Mais je pense que dans une certaine mesure, c'est inéluctable. On ne peut pas faire différemment, c'est obligé. On me dit on pourrait faire différemment, je n'y crois pas parce que je pense que des hypothèses réellement différentes sont en dehors de la réalité. La réalité, c'est la réalité néolibérale. Okay? Donc, à ce moment-là, je me sens fragilisé, je me sens menacé, je me sens appauvri, mais je demande de la protection. Mais à ce moment-là, la protection que je demande, je ne peux plus la demander sur le thème économique. Parce que sur le thème économique, je pense qu'on ne peut pas faire différemment. Okay? Et donc, où je demande la protection, c'est là que l'extrême droite intervient. Voyez, pour créer une série d'ennemis contre lesquels on va vous protéger pour de vrai. Parce que là, on peut vous protéger contre les migrants. On peut vous protéger contre les musulmans. On peut vous protéger contre ceux qui déstabilisent la famille traditionnelle, etc. etc. L'extrême droite travaille là-dedans. Hein, elle crée des ennemis imaginaires contre lesquels offrir une protection qui est une protection réellement... c'est une protection dont un tas d'individus ont réellement besoin. Sauf que ce n'est pas orienté contre les bons ennemis. Okay? Mais l'exigence de protection existe comme conséquence de la transition néolibérale. Cette exigence de protection grandit et ne peut pas s'exprimer au bon endroit tant qu'on reste à l'intérieur de l'hégémonie néolibérale. Okay? Et donc, l'extrême droite est un boulevard à ce moment-là. Alors, dernier point, je viens à ce que tu disais sur les polémiques des derniers jours. Comment on fait pour modifier cette donne-là? C'est le combat hégémonique qui est central. C'est le combat hégémonique, c'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre. C'est hyper compliqué, hein, surtout quand on sait que les médias, les grands médias, etc., sont sous contrôle des groupes qui en sont tout à fait favorables à la transition néolibérale. Donc, ce n'est pas dans les grands médias qu'on peut faire principalement au moins ça. C'est par une présence sur les territoires. Bon. Mais il faut arriver à convaincre que
des alternatives, non pas une alternative, des alternatives sont possibles, sont réalistes. Moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, que la NUPES, au moment où l'accord était conclu, soit conclu autour d'un programme détaillé, des mesures dont on a essayé de montrer qu'elles étaient crédibles, qu'elles n'étaient pas hors de portée. Okay? Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il faut contrer à tous les niveaux l'hégémonie néolibérale. Il faut montrer qu'un autre monde est possible, si on peut dire ça. Mais un autre monde est possible, c'est-à-dire qu'on peut voir les choses différemment. Voir les choses, utiliser des concepts différents pour voir les choses. Alors, comme le combat est celui-là, les derniers trucs à faire, les derniers, c'est de commencer à raisonner en termes d'assister contre les chômeurs, contre les travailleurs, hein, ou des privilégiés parce qu'ils ont un statut de fonctionnaire public contre les non-privilégiés outsiders. Vous voyez, tous ces clivages-là, ils sont impulsés par l'hégémonie néolibérale. C'est l'hégémonie néolibérale qui fait percevoir les chômeurs comme des fainéants qui restent au lit en attendant de toucher la doc. Okay? Ce n'est pas des enquêtes sociologiques qui montrent ça. Il n'y a aucune enquête sociologique sur les chômeurs qui montre ça. C'est une vision du monde qui s'est imposée. Mais c'est vrai qu'elle s'est imposée en même temps. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Vous allez discuter en dehors des cercles militants, okay? Et vous verrez que pour un tas de classes populaires, les allocs incitent les gens à rester à la maison et à ne pas travailler. Et pour un tas de gens qui appartiennent aux classes populaires, les fonctionnaires comme moi ou comme Aurélie, nous sommes des privilégiés, parce que notre statut fait qu'on ne peut pas être licencié, etc. Bon. Donc, c'est ces combats qu'il faut mener. Hein. Et d'ailleurs, sur l'avenir des trois blocs, quand j'ai dit imaginez que la gauche des ruptures disparaisse, si ce combat est perdu, la gauche des ruptures va disparaître. Si l'hégémonie néolibérale va encore se renforcer, il n'y aura pas d'espace pour la gauche des ruptures et on restera avec des blocs comme dans les pays anglo-saxons. Okay? Un bloc identitaire, protectionniste, populaire et un bloc cosmopolite, bourgeois, mais qui sont tous les deux unis dans la poursuite du néolibéralisme. Si le combat est gagné, non pas avec un renversement complet d'hégémonie, ce qui paraît hors de portée, mais au moins de fragiliser cette hégémonie néolibérale. De faire qu'au moins il y a des visions du monde qui sont présentes, qui sont là, qui se combattent, mais il y en a deux des visions du monde, il n'y en a pas qu'une. À ce moment-là, la gauche de rupture aura un espace pour grandir, et peut-être, je ne sais pas trop bien ce que tu dis, mais à ce moment-là, il n'y a plus de raison. Vous voyez, si le néolibéralisme est menacé par une alliance alternative, réellement alternative, ben les deux blocs favorables au néolibéralisme, les blocs de droite, d'extrême droite et les blocs bourgeois, leur destin sera de fusionner à ce moment-là, hein, de faire une alliance sociale au soutien du néolibéralisme menacé par l'alternative existante. Merci beaucoup. Alors, je voudrais réagir sur... sur une idée, ce que tu dis est central quand tu dis le bloc néolibéral. Finalement, ces deux blocs bourgeois et d'extrême droite qui servent le même agenda néolibéral se nourrissent tous les deux de différentes façons de cette idée que il n'y a pas d'alternative. Mais finalement, c'est ce que disait Margaret Thatcher. Hein, there is no alternative. C'est là-dessus aussi que s'est construit le mouvement altermondialiste. C'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin d'histoire parce qu'il y a eu tout un tas de travaux dans les années 90 qui ont nourri en plus cette idée que finalement le capitalisme néolibéral était la fin de l'histoire, contre la vision marxiste qui vise à dire que le capitalisme n'est qu'une étape de l'histoire et que nous sortirons aussi de ce mode de production capitaliste d'une façon ou d'une autre. Et donc, je crois que ce que tu dis sur l'hégémonie culturelle est aussi essentiel, au sens de Gramsci, c'est-à-dire comment on fait pour gagner cette bataille culturelle et certainement pas en allant justement sur les terres de l'adversaire quelque part et en allant brouiller les cartes, parce qu'il me semble ce qui est essentiel, c'est justement de rester ferme et d'avoir une vision systémique qui s'oppose à leur vision systémique, c'est-à-dire ce que nous pensons fait système et ce qu'ils pensent fait système. Et à partir du moment où on lâche sur des fondamentaux de notre propre vision, de notre propre système de pensée, alors on leur offre en fait un boulevard, puisque notre propre alternative finalement s'effondre face à leur propre hégémonie. Et j'ai envie de dire aussi que, moi en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint la France Insoumise, l'Union Populaire, c'est aussi que finalement, la France Insoumise, l'Union Populaire reste ferme sur ses engagements, c'est-à-dire qu'il y a une radicalité, c'est-à-dire le fait qu'on est pour une remise en cause des racines du système qui s'exprime
du point de vue de la démocratie, du point de vue de l'écologie, du point de vue du social, et que quels que soient les événements, finalement, on reste ferme sur ces engagements-là. Moi, une des raisons pour laquelle, je vais vous dire, il y a un événement pour moi qui a fait tilt, c'est quand il y a eu cette manif des... je le raconte souvent, mais pour moi, ça a été un signal assez fort, cette manif appelée par des syndicats de flics sur des mots d'ordre, des syndicats de flics factieux sur des mots d'ordre ultra sécuritaires. Bon, le fait que Jean-Luc Mélenchon, que la France insoumise reste ferme sur ses engagements et ne participe pas à cette manifestation, pour moi, ce n'est pas seulement un événement parmi d'autres. C'est le fait qu'on a aujourd'hui une force politique de gauche qui est sur une ligne de rupture et qui, en même temps, reste ferme sur l'ensemble de ses engagements, sur l'ensemble de ce système de pensée. Je voudrais aussi revenir mais aussi pour t'interpeller là-dessus, sur ce qui s'est passé depuis quelques mois. D'abord, cette tentative de rassemblement, entre guillemets, à la base, mais aussi avec tout un tas de sphères dans la société, dans ce qu'on a appelé le Parlement de l'Union populaire, aujourd'hui devenu Parlement de la NUPES, qu'il nous faut faire évoluer, parce que ça a été en temps de campagne et qu'aujourd'hui, on veut le faire vivre, je dirais, avec un régime de croisière, et hors campagne également. Mais ça a été d'abord, avant la NUPES, cette idée qu'il fallait élargir, avoir aussi... des personnalités du monde associatif, de la culture, des sciences syndicales, des gens comme toi et beaucoup d'autres, justement pour gagner petit à petit cette hégémonie culturelle dans tout un tas de sphères de la société, d'avoir des têtes de réseau qui puissent aussi diffuser les idées, qui puissent aussi se coaliser dans toutes ces sphères et rejoindre cette dynamique de l'Union populaire en ouvrant large les portes et les fenêtres. Vient ensuite, et parce qu'il y a eu le score de la présidentielle et parce que Jean-Luc Mélenchon fait 22%, c'est parce qu'il y a eu ça que s'ouvre la perspective de la NUPES, qui a été d'ailleurs à l'initiative de la France insoumise, d'une convergence, d'un rassemblement des 4 forces politiques qui font partie aujourd'hui de la NUPES. Et alors moi, j'en arrive à... Alors pour moi, c'est d'abord... Et je pense que pour toi aussi, tu le dis aussi, une recomposition politique d'ampleur historique, parce qu'enfin, on reconstruit la gauche autour d'une ligne de rupture, autour d'une idée de radicalité, ce qui n'était pas gagné, c'est-à-dire que cette idée qu'on peut aménager, voire renforcer le système dans un parti dit de gauche, voilà, ça c'était pas, notamment au sein du Parti socialiste, c'était pas absolument pas tranché, le fait qu'il faille ou pas accompagner, voire renforcer le système ou rompre avec ce système. Bon, il se trouve que la NUPES, et parce qu'il y a eu cette campagne présidentielle et ce score-là, il se trouve que la NUPES ouvre la perspective d'une recomposition politique d'ampleur autour d'un programme de rupture. Et tu le dis, ce programme est extrêmement important parce qu'il montre que c'est possible. C'est aussi la raison, d'ailleurs je reviens là-dessus, mais le fait qu'on veuille casser l'idée que ça n'est pas possible, la NUPES vient évidemment conforter l'idée que c'est possible. Il y a l'idée du programme, comme tu le dis, et tout ce qu'on a fait autour du chiffrage du programme économique, c'est pour ça, évidemment, aussi. Parce qu'on ne cesse de dire qu'économiquement, ça ne tient pas, que budgétairement, c'est pas possible, etc. Donc pourquoi on a mis à contribution des dizaines et des dizaines d'économies sur cette affaire du chiffrage économique? C'était justement pour montrer que c'est tout à fait possible, tout à fait réalisable, et que c'est une question de volonté politique en réalité. Et d'aller justement démonter cette idée comme quoi nous serions des inconscients, etc. Ou des utopistes. Je pense aussi d'ailleurs que le slogan « Un autre monde est possible » vient alimenter cette idée qu'il y a bien une alternative possible, de la même façon que la NUPES. Alors j'en arrive maintenant à une question. La NUPES, nous en tout cas la France insoumise, on considère que ça ne doit surtout pas être qu'un accord électoral. C'est-à-dire que ça doit être bien au-delà d'un accord électoral. Il y a un programme, il y a des instances qui se structurent dans la NUPES, mais il y a surtout une dynamique de fond et des aspirations profondes dans la société pour gagner, pour changer la vie concrète des gens. Et donc, il est absolument nécessaire de poursuivre cette NUPES pour gagner les prochaines élections, mais aussi pour redonner de l'espoir aux gens. En même temps, on dit que ce n'est pas seulement un accord électoral. J'ai envie de dire aussi, peut-être que ça ne doit pas être réduit qu'à cette union des 4 partis politiques. Et notamment avec toute la dynamique qui avait été enclenchée avec le Parlement de l'Union populaire, avec l'Union populaire elle-même, qui vise à aller au-delà de ces 4 partis et au-delà d'un accord électoral entre ces 4 forces politiques. Donc aujourd'hui, il y a cet enjeu de poursuivre, de renouveler ce Parlement de la NUPES. Donc moi, j'ai envie de te dire à quelles conditions, justement, n'est-on pas seulement
un accord électoral. Comment peut-on aussi s'ancrer bien davantage dans ces différentes sphères de la société? Comment peut-on poursuivre ce rassemblement à la base et dans les différentes sphères de la société tout en continuant la NUPES? Voilà, donc toutes des questions qui te concernent éminemment, puisque tu fais partie justement de ce Parlement de la NUPES et que tu en as été en tout cas un membre très actif. Voilà. Alors, oui, d'abord un mot, je suis tout à fait sur la même ligne que toi. Pourquoi j'ai rejoint le Parlement de l'Union populaire? Ben, c'est justement parce que j'étais impressionné par la fermeté, disons comme ça, avec laquelle la France insoumise, à l'époque, le Parlement faisait référence à la France insoumise, même si avec cette optique d'élargissement, la fermeté avec laquelle la France insoumise et ses différents dirigeants, notamment Mélenchon, ont tenu bon sur l'idée, non, on n'est pas dans le même monde que vous, on n'est pas dans un espace dont on partage la définition, il y en a un qui se met un peu plus à droite, l'autre un peu plus à gauche, l'autre un peu plus au centre. On est dans un autre espace. C'est ça la radicalité dont tu parles. Et un autre espace, c'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais avant, on rejette la vision néolibérale du fonctionnement du monde, pas seulement les politiques néolibérales, mais l'hégémonie néolibérale, on veut la combattre. Et comme, disons, je suis italien, et pour des raisons, disons, de recherche, je m'intéresse beaucoup à l'Italie. Je sais que ce qui a fait disparaître la gauche en Italie, ça a été de ne pas mener ces combats-là, de dire, OK, on est dans le monde néolibéral. Si vous voulez, je caricature, hein, mais quand le Parti communiste italien décide qu'il faut passer à autre chose parce que le mur de Berlin est tombé en 89, et donc le communisme, c'est une vieille idée, qu'est-ce qu'il fait après quelques années quand même de débats, le Parti communiste? Pour sa grande majorité, il adhère à la troisième voie de Tony Blair, qui est la gauche dans le monde néolibéral. Okay? Il rentre là-dedans. Et en rentrant là-dedans, 30 ans après, on se rend compte que le Parti démocrate, qui est l'héritier de cette histoire, un des héritiers, mais l'héritier principal de cette histoire, c'est un parti macroniste. La gauche italienne, c'est Macron. Enfin, celle qui pèse. Après, il y a de la gauche aussi qui ne pèse pas beaucoup. Mais ce qu'on perçoit en Italie comme la gauche, c'est Macron. Il faut bien voir jusqu'où ça peut aller, ça. Hein? Et donc, pour ne pas finir comme ça, il faut mener le combat hégémonique. Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a quelqu'un qui les mène en France. Bonne nouvelle, parce qu'en Italie, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, bon, tout cela a abouti, après la présidentielle, à un accord électoral, à ce qui est, dans l'état des choses, un accord électoral, la NUPES. Hein. Pourquoi je dis dans l'état des choses, c'est un accord électoral? Parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, une structuration à l'intérieur de la NUPES qui correspondrait à l'émergence d'un mouvement nouveau. Alors, est-ce que ça va devenir un vrai mouvement qui est capable de s'élargir, de garder sa diversité, parce qu'il y a de la diversité qu'il faut garder aussi. Hein. Il ne faut pas être unanime tous autour d'un chef. Il faut faire vivre les débats, mais dans une perspective commune. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça ne va pas fonctionner? Il y a des choses contradictoires, donc moi j'ai du mal à faire un pronostic. Il y a des éléments de fond quand même. Et l'élément de fond qui, je pense, est décisif et qui explique, par exemple, j'espère que c'est ça qui explique le tournant stratégique du PS, c'est que l'espace pour ce que nous, on appelle la gauche d'accompagnement, a disparu. Hein. Les signes que cet espace a disparu, ça a été l'échec de Jadot et d'Hidalgo à la présidentielle. Hein. Autre signe de l'échec, c'est que, si vous voulez, en 2017, Macron récupère une bonne moitié de l'électorat socialiste traditionnel. Hein, de ceux qui avaient voté Hollande en 2012, une bonne moitié vote Macron, et c'est une composante essentielle du bloc bourgeois. Et ces classes qui étaient dans le bloc de gauche, hein,
et qui, pour beaucoup, sont reliées aux professions intellectuelles, artistiques, à la fonction publique, etc. Hein, c'est des classes moyennes et hautes, mais qui viennent d'une histoire de gauche, qui sont partis chez Macron. On les a soumises quand même à un stress test, comme on peut difficilement en imaginer des plus durs, quoi. Les violences policières, la répression, restriction des libertés publiques, restriction des libertés privées. Voilà. Macron, pendant 5 ans, par un choix stratégique, hein, qui était d'essayer de s'élargir vers la droite, et même au niveau symbolique, oui, Pétain, c'est pas tout mal, Pétain, etc., etc. Donc, des classes qui viennent d'une histoire de gauche, au bout de 5 années comme ça, on aurait pu imaginer qu'elles partiraient. Et c'est ce qu'imaginaient Jadot et Hidalgo avec la campagne qu'ils ont fait. Hein, ils ont fait campagne à l'adresse de cet électorat-là. Mais non, cet électorat-là, il est resté avec Macron. Sauf, c'est pas tout à fait vrai, sur 15 points à peu près du Macron 2017 hérité du PS, il y en a 3 qui sont partis, il y en a 12 qui sont restés. Donc une grande majorité sont restés. Hein. Et donc, c'est un autre signe du fait que la gauche d'accompagnement n'a plus d'espace politique. Alors, quelle est mon analyse sur les raisons qui font que cette gauche d'accompagnement n'a plus d'espace politique? Une, je l'ai évoquée tout à l'heure. Hein. Cette gauche socialiste, je parle du socialisme années 90, 2000, 2010, jusqu'à Hollande, etc. Elle était dans l'idée, oui, il faut la transition néolibérale, mais la plus douce possible, qui fasse le moins mal possible aux classes populaires. Donc, on commence par ce qui fait le moins mal. Okay? Quand on peut, on fait des compromis. Par exemple, à l'époque du gouvernement Jospin, on privatise à tout va, mais on fait les 35 heures en échange. Vous voyez, on cherche des compromis comme ça pour faire passer les réformes. Et bon, premier problème, maintenant on est dans le dur. Donc pour aboutir à la transition néolibérale, on doit s'attaquer aux retraites, aux salaires, aux services publics, à la protection sociale. Donc l'idée des années 80, on commence par ce qui fait le moins mal, fonctionnait dans les années 80 au début du processus. Maintenant qu'on est à la fin du processus, ce qu'il faut réformer, c'est ce qui fait mal. Donc, première raison pour laquelle l'espace de la gauche d'accompagnement a disparu. Et la deuxième, c'est lié plus à des thèmes écologiques qu'on n'a pas évoqués. Au point où on est dans les changements climatiques, si on veut y faire face sérieusement, ce n'est pas des mesures marginales d'accompagnement qu'il faut prendre. C'est des mesures radicales. Si on veut faire face au changement climatique, tous ceux qui s'intéressent à ces questions le savent. Et donc, l'écologie 2022 ne peut être qu'une écologie radicale. Je ne vois pas comment on pourrait imaginer autre chose que ça, autre chose qu'une écologie qui remet en cause profondément les modes de consommation, le système productif, etc. Donc, ça fait que, ça peut paraître une diversion, mais c'est pour revenir à dire que le rassemblement de la NUPES autour d'un programme de rupture, je ne sais pas si c'est durable, mais je pense que c'est la seule perspective pour la gauche. Il n'y en a pas d'autre. Okay? Il y a soit une gauche de rupture, soit la disparition de la gauche. Parce que l'autre gauche qui a existé, hein, ce qu'on appelle la gauche d'accompagnement, n'a plus d'espace de médiation possible, n'a plus d'espace pour exister en France. Alors ça va dans un sens d'optimisme, disons. Après, il y a des considérations d'autre ordre, dont je ne sais pas trop, mais disons, on pourrait dire très vite, de façon très explicite, 4 mouvements qui ont conclu l'accord qui a engendré la NUPES, ces 4 appareils politiques qui ont, comme chaque appareil politique, dans leur vocation de persister, hein, de continuer à exister. Hein. Donc déjà ça freine la perspective d'une totale restructuration autour d'un mouvement dont on peut rêver. Mais après, il faut faire compte avec ce qui existe, et qu'il existe 4 appareils différents. Chacun de ces 4 appareils n'a pas envie de disparaître, ce qui est normal. Donc il faut trouver des médiations à ce niveau-là. En même temps, chacun de ces 4 appareils est, à mes yeux, au minimum obligé de se renouveler dans la phase existante. Parce que chacun des 4 appareils avait peut-être une efficacité dans une situation passée, mais
pourrais dire vite. Hein. Bon, sur Europe Écologie Les Verts, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai toujours du mal à lire les dynamiques internes, mais j'ai l'impression que c'est quand même, depuis que Europe Écologie Les Verts existe, c'est quand même très fragmenté, quoi. Très fragmenté. On l'a vu aussi dans la présidentielle. Je veux dire, Jadot qui gagne la primaire et qui fait sa campagne à l'adresse avec l'espoir d'avoir des macronistes dessus qui arrivent et qui n'arriveront pas. Et de l'autre côté, Rousseau qui perd la primaire, mais qui fait presque 50%, qui fait une campagne totalement différente. Donc, bon, Europe Écologie Les Verts, je ne m'exprime pas trop. La France insoumise a été pensée et construite comme un instrument d'appui aux campagnes présidentielles de Mélenchon. C'est comme ça qu'elle a fonctionné. J'espère ne vexer personne en le disant. Évidemment, on est dans une phase nouvelle aujourd'hui. Et donc, évidemment, ça demande d'être adapté. Je ne dis pas, vous voyez, je ne sais pas, si c'était moi, je dirais, on va créer un truc nouveau, la NUPES, avec plein de débats internes, etc., et tout le reste. Bon, ça n'arrivera pas. Chacun de ces appareils va essayer de continuer à exister, il va continuer à exister, mais ces renouveaux s'imposent aussi à la France insoumise. Et les PCF, on a les PC et les PS, évidemment, c'est des organisations partisanes qui correspondaient très bien au vieux bloc de gauche, avec une composante plutôt classe moyenne, bourgeoise, etc., autour du PS, et une composante moins importante, mais populaire, qui, dans les années 80 au moins, existait autour du PC, et après, on passait des alliances. Bon. Et les PS et les PC sont les produits de cette histoire-là, mais qui est une histoire qui est terminée. Qui est terminée. Et les PS et les PC sont toujours là. Donc, chacun des quatre mouvements doit se repenser. Alors, mon espoir, c'est qu'ils se repensent dans un scénario de convergence, d'ouverture des débats, d'ouverture y compris aux syndicats, au monde intellectuel, aux activistes engagés dans la lutte, etc. C'est mon espoir, mais maintenant, est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, je vais juste réagir rapidement et puis peut-être laisser la parole, enfin peut-être 2-3 interventions. Je suis désolée, on doit finir dans 20 minutes. Non, juste pour réagir sur ton... D'abord sur l'idée que nous, on se reconstruit sur une gauche de rupture, je dirais même une gauche tout simplement, une gauche anticapitaliste, dans le sens en fait où, au fond, ce qu'on remet en cause, c'est les fondements même du capitalisme, et c'est ce à quoi, de toute façon, nous amène l'urgence écologique, c'est-à-dire que c'est la remise en cause de la recherche et de l'exploitation illimitée du travail et du vivant par le capital. Donc de toute manière, on arrive aujourd'hui, comme tu le dis, à de telles tensions produites par le système capitaliste, on arrive tellement aux limites physiques de la planète que de toute façon, la question même du capitalisme et de ses fondements même sont aujourd'hui sur la table. Et c'est ça que la France insoumise, finalement, aborde et assume, en fait. Hein. C'est-à-dire l'idée d'un anticapitalisme voilà, par un programme qui, au fond, remet en cause son fondement même. Moi, j'avais une réaction aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, par rapport aux mouvements sociaux. C'est-à-dire que... Enfin, à mon avis, ça se pose dans... c'est-à-dire, si on veut une hégémonie culturelle dans la société, c'est avec qui on fait ça. Or, aujourd'hui, il existe notamment des organisations... Alors, j'ai parlé de la culture, des sciences, etc., mais il existe des organisations syndicales, associatives. Il existe des mouvements sociaux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un an, on est plutôt dans un cycle, entre guillemets, politique, au sens où c'est le processus électoral et les forces politiques qui mènent la mobilisation, voilà, et à gauche en particulier quand même la France insoumise. Mais il y a eu tout un cycle pendant plusieurs années de mouvements relativement importants. Alors évidemment, il y a eu les Gilets jaunes en particulier en 2017. Il y a eu pendant tout ce temps-là des mouvements climat avec des soubresauts, mais quand même un dynamisme important. Il y a eu le mouvement féministe avec une très forte composante internationale. Ensuite vient la crise du Covid. Donc évidemment, moi je raconte tout ça parce que je l'ai vécu en tant que présidente d'Attaque. Donc j'ai vécu tout ce cycle-là du point de vue des mouvements sociaux. Vient le Covid un peu qui nous coupe les ailes au moment d'une réforme des retraites et d'une mobilisation sur les retraites qui en fait était en train de monter parce qu'on avait une multitude de mobilisations au moment de la réforme des retraites qui passaient pas seulement par les journées de grève classiques, mais par des blocages, des débrayages, des jets de robes d'avocats, les rosiers et les femmes dans les mouvements de retraite, dans les manifs, etc. Enfin, voilà, une multitude de mobilisations qui montrent d'ailleurs qu'il n'y a pas une seule façon de se mobiliser, par exemple par la journée de grève, mais qu'il faut avoir une complémentarité de ces mobilisations. Je dis ça aussi parce que va se poser la question à la rentrée,
Est-ce qu'on compte seulement, et il faut y compter sur le 22 et le 29 septembre pour la grève, mais moi je pense qu'il faut compter sur aussi une grande mobilisation le week-end et de multiples formes de mobilisation. Donc il y a cette complémentarité à trouver, mais je pense qu'aujourd'hui les syndicats gardent évidemment quand même des millions de syndiqués, même si c'est clair que les mouvements sociaux aujourd'hui sont pas aussi actifs que ce qu'on a connu pendant ce cycle de 5 ans. Mais il peut tout à fait y avoir une rentrée sociale importante. Et moi, je dis juste que là, il y a pour moi une nouvelle donne, qui est quand même la NUPES et qui est aussi ce souhait d'avoir un front populaire, d'avoir une alliance, un bloc populaire quelque part qui se construise avec des rapports, disons, qui évoluent, renouvelés, de confiance avec les mouvements sociaux, avec l'idée aussi qu'il faut sortir pour moi d'un double écueil, c'est-à-dire du côté des mouvements sociaux, des organisations syndicales et associatives. De toute façon, tout ce qui est électoral, ça pue, pas avec nous, les forces politiques, etc. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a fait l'union par la NUPES, et donc on interpelle, et c'est normal, ce mouvement syndical et associatif, en leur disant, maintenant, il y a l'union, alors on peut se mobiliser ensemble, voilà. Et je pense que ça ouvre des perspectives. Et de l'autre côté aussi, cette idée, de notre côté aussi, de sortir d'une méfiance vis-à-vis de ces mouvements sociaux, de ces organisations syndicales et associatives, en se disant au contraire, on a besoin qu'elles soient fortes. Parce qu'y compris quand on arrivera au pouvoir, et ça c'est aussi une des leçons de Syriza, c'est pas seulement le niveau européen qui s'impose, c'est que si vous arrivez au pouvoir avec un programme de gauche de rupture, si vous n'avez pas des forces dans la société qui portent vos pouvoirs, c'est aussi les enseignements du Front populaire, quand il y a le gouvernement avec Blum, je veux dire, c'est pas... Les avancées sociales, elles se font réellement quand il y a les manifs et les grandes grèves ouvrières. Donc c'est cette idée qu'on a besoin les uns des autres et qu'on a besoin d'un mouvement social fort. Contrairement aux autres, nous n'avons pas peur du mouvement social. Nous voulons un mouvement social fort, mais qu'à l'inverse, eh bien aussi, il y a besoin d'une conquête des institutions. Il y a besoin d'une grande force politique de gauche de rupture qui puisse permettre que les revendications associatives et syndicales puissent arriver au pouvoir et permettre de changer concrètement la vie des gens. Voilà, c'est juste une remarque par rapport à ce rapport aux mouvements sociaux. J'ai le temps de laisser la parole 5 minutes et ensuite Stéphano, on peut laisser quelques questions et puis après Stéphano. Merci beaucoup Antoine. C'est toi qui passes le... Ouais, merci. On essaye de faire un homme, une femme, s'il vous plaît. Allô ? Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette conférence et je la trouve très complémentaire avec la conférence d'hier de Mathilde et Ségolène Royal. Et je voulais revenir justement sur un mot que vous avez utilisé, qui revient d'ailleurs beaucoup. En fait, on confond réforme et réforme. Je voulais savoir, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, cette question sémantique, la régler définitivement en disant que réforme et déforme, en s'appuyant sur ce qu'elle disait justement hier, Ségolène Royal, en disant que à partir du moment où il y a une régression sociale ou écologique, on l'appellerait éventuellement déforme. C'est pas elle qui le dit, je le répète. Et lorsqu'effectivement il y a une progression ou un avancement, là on parlerait de réforme. C'est juste pour... Et j'avais une autre question, c'est par rapport à la représentativité au niveau des syndicats. Est-ce que ça n'a pas contribué, le fait qu'elle soit faible actuellement dans les entreprises, au départ des ouvriers à l'extrême droite? Et une toute dernière, vous parliez tout à l'heure de protection sociale qu'on avait cherchée, et là maintenant il y a une résignation. On passe à une protection identitaire. Est-ce que la crise climatique ne pourrait pas engendrer une recherche de protection écologique et qui pourrait nous aider à aller reconquérir ces classes populaires? Merci. Il n'y a que des hommes qui veulent prendre la parole, c'est ça? Bon, alors on va pas faire un homme, une femme, tant pis. C'est exceptionnel. Moi, je voudrais revenir sur la démarche des néolibéraux de faire éclater les classes populaires. Vous avez donné comme exemple cet éclatement amenait certains travailleurs à critiquer les fonctionnaires qu'ils considèrent comme privilégiés. Et puis vous avez parlé aussi dans le même cheminement l'hégémonie néolibérale dans la tête qui est, mon Dieu, qui est le fruit aussi de tous les médias et de toute la culture. Il n'y a pas un domaine de la culture qui n'est pas investi par l'idéologie dominante. Mais alors, il y a peut-être quelque chose qui vient
contredire un petit peu cette idée d'hégémonie pleine du néolibéralisme et comment Aurélie Trouvé en a fait la liste. Mais moi, je vais ajouter, par exemple, mais je crois que vous en avez parlé, la manifestation des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui démarre très fortement et qui est soutenu très rapidement par plus de 70% des Français. Moi, je ferai quelque chose d'encore plus lointain, c'est le traité constitutionnel 2005. On part, 90% des Français sont pour le traité constitutionnel, parce que les médias nous ont bourré la tête. Après une campagne exceptionnelle, on gagne ça. Alors moi, je pense que ça redonne d'espoir, et ça permet de penser qu'on pourrait gagner les élections, parce qu'il faut arriver au pouvoir, il n'y a aucun souci, si on veut faire vraiment changer la donne, il faut arriver au pouvoir. Une observation très rapidement, vous avez dit que... que la France Insoumise, c'était une campagne d'appui aux élections pour Jean-Luc Mélenchon. Ça ne me vexe pas du tout, mais néanmoins, il ne faut pas oublier le programme. Pour moi, le programme, c'est une étape indispensable à un dépassement du capitalisme, certes progressif, mais avant, si vous voulez, cette campagne d'appui, c'est le programme, pour moi, qui est l'élément clé de cette campagne. Et puis une question vraiment, mais un petit peu à côté, vous avez parlé de marxisme keynésien ou néo-keynésien, peu importe. Moi, je me souviens d'une conférence en présence de Gérard Duménil et Dominique Plion à Attaque, et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un antagonisme radical entre les deux. Et par contre, vous parlez, vous, de dépassement du capitalisme, et vous aviez même dit qu'il faut aller jusqu'aux racines. Bon, alors comment concilier... Pardon, voilà, c'était ma dernière question. C'est juste de la théorie de la régulation. Oui, non, mais d'accord. Mais comment l'expliquer? Bon, enfin, ça va. Bon, bref, je reviendrai dessus. Une dernière? Copine de la conf paysanne, n'est-ce pas? Voilà. Bonjour. Simplement, il me semble que pour éviter cet écueil de l'électoralisme à 3 balles, il serait bien quand même de faire attention aux candidats dans nos campagnes. Et moi, je viens de la France profonde, et je peux vous dire que dans les campagnes, c'est vraiment une entreprise de recyclage des gens qu'on connaît trop, quoi. Il faudrait vraiment mettre un peu d'air là-dedans, et, quitte à s'ouvrir aux mouvements sociaux, le faire. Il y a des acteurs, il y a des syndicalistes, il y a des femmes. Allez, quoi, du vent. Moi, je veux bien répondre sur la toute dernière question, hein. Mais c'était justement, et je pense que ça a été en partie un objectif atteint, hein, alors évidemment, on peut voir toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais en l'occurrence, le Parlement de l'Union populaire a été un espace collectif qui a permis à tout un tas de gens, d'abord de sentir à l'intérieur et partie prenante de l'Union populaire et d'être candidat. En l'occurrence, on a eu plein de candidats dont je fais partie, hein, issus du monde associatif, issus du monde syndical, issus du monde paysan. Malheureusement, certains n'ont pas été élus, c'est clair, et d'autres l'ont été. Mais en l'occurrence, voilà, et d'ailleurs, c'est d'où l'intérêt aussi de continuer ce Parlement de la NUPES, de continuer ce travail-là, justement, pour que encore davantage de personnes puissent s'investir et se sentir aussi de devenir candidat. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que, pour moi, en tout cas, un certain chemin, clairement, a été réalisé. Voilà, ça, c'était pour la réponse à cela. Juste sur la question, et ensuite je te passe la parole, sur la question du monde syndical. C'est clair qu'aujourd'hui, le monde syndical d'abord subit quand même une baisse assez drastique du nombre de syndiqués, est affaibli aussi par les différentes régressions, les différents droits, enfin les différentes lois sur le travail. Hein. Je veux dire, plus vous affaiblissez les syndicats et leur force dans le monde de l'entreprise et dans le monde économique, et plus, quelque part, vous alimentez cette désaffection vis-à-vis des syndicats de salariés. Et je crois vraiment que, voilà, nous, on a aussi ce travail à réaliser encore davantage. Voilà, que les syndicats, les gros syndicats de salariés, soient avec nous, travaillent avec nous, évidemment dans le respect de l'autonomie de ces organisations syndicales et associatives. Mais mince, quoi, enfin, quand même, on a besoin de se mobiliser ensemble. Par exemple, sur les retraites, on porte ensemble maintenant, et aussi grâce à la NUPES, la retraite à 60 ans.
mais mobilisons-nous ensemble pour une retraite à 60 ans et en positif justement et pas seulement en défensif. Donc je pense vraiment qu'on a aujourd'hui, et notamment là avec la rentrée qui est quand même une rentrée sous le signe de l'inflation, sous le signe de l'effondrement du pouvoir d'achat, des salaires réels, sous le signe voilà, d'une régression majeure du point de vue écologique avec les choix qui ont été faits cet été. On a quand même besoin de se mobiliser tous ensemble. Et je leur dis, pas seulement par une journée de grève, évidemment qu'il faudra la grève et de bloquer les moyens de production autant que possible. Mais il faudra aussi que toutes et tous ceux qui ne font pas forcément grève, y compris par exemple les étudiants, puissent se mobiliser un week-end. Et je dis, il n'y a aucune opposition. Voilà, les syndicats pourraient dire, ah bah oui, ça c'est en opposition avec notre journée de grève, mais pas du tout. Au contraire, ça offre une perspective à ceux qui feront grève le 22 et le 29 septembre. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, et vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible, écologistes, communistes, socialistes, insoumis, etc. Voilà, dans la rue, féministes et syndicalistes lors de cette journée. Je finirai juste sur une chose sur le monde syndical. En même temps, je pense que le monde syndical, comme le monde associatif et comme le monde politique, subit une sorte de crise de la représentation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un développement de ces mouvements momentanés, très horizontaux, qui ne veulent pas de porte-parole, etc., comme les Gilets jaunes, Nuit debout, les Indignés et compagnie. Et aussi qui posent la question, enfin moi, quand j'étais président d'Attac, évidemment, enfin, ça nous interpellait dans Attac, ça nous interpellait dans l'ensemble du monde syndical et associatif, comme ça interpelle évidemment les forces politiques, c'est comment on fait face à cette crise de la représentation, la crise des partis politiques traditionnels, la crise des syndicats traditionnels et la crise des modes de mobilisation traditionnels. Et pour moi, aujourd'hui, la France insoumise et la dynamique de l'Union populaire est une tentative de réponse à cela, en tout cas. Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense aussi qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et qu'en l'occurrence, cette volonté de sortir de cette forme de parti politique traditionnel, voilà, et aussi d'embrasser ces évolutions-là, eh bien, fait partie, pour moi, d'une des clés de la réussite de la reconstruction d'une gauche de rupture. Alors, je vais dire un mot sur, en essayant de répondre aux questions, aussi sur cette question des rapports entre mouvements sociaux et, disons, élus au Parlement. En Italie, il y a des élections maintenant, et Mélenchon était à Rome la semaine dernière, si je ne dis pas une bêtise. Et donc, en Italie, suite au passage de Mélenchon, il y a eu des gens qui se sont dit, si on avait Mélenchon, nous aussi, la gauche serait à 22% plutôt qu'être à 1%, parce qu'elle est à 1% en ce moment. Eh bien, non. Malgré tous les talents de Mélenchon, si la gauche de rupture existe en France avec la force qu'elle a, même si elle a perdu les élections, hein, mais c'est un des protagonistes du paysage politique, c'est parce qu'en France, il y a eu des mouvements sociaux d'ampleur. C'était rappelé le référendum de 2005. Ça commence en réalité dans les années 90. Hein, les mouvements d'opposition à la réforme des retraites de Juppé. Il y a un tas de mouvements dans les années 2000. Il n'y a pas seulement le référendum, mais il y a les mouvements à l'université. Il y a le gouvernement de Villepin qui doit annuler son projet de nouveaux contrats première embauche, contrat nouvelle embauche. Je ne sais pas si certains ont en mémoire ça. Il y a eu les Gilets jaunes. Il y a eu une série de mouvements qui ont alimenté la possibilité d'avoir un programme de rupture qui a un poids politique. Hein. Petite parenthèse, pourquoi en France il y a des mouvements dont on ne trouve pas l'équivalent dans d'autres pays européens? C'est juste un mot pour ça. Ça aussi, ce n'est pas... Évidemment, chaque protagoniste a ses mérites, ses qualités, son engagement, etc. Mais il y a aussi des raisons structurelles. Les modèles de capitalisme français, par son niveau de protection sociale, par l'intervention de l'État dans l'économie, par le niveau d'intervention de l'État dans l'économie, et pour un tas d'autres facteurs, c'était en Europe les modèles les plus éloignés du modèle néolibéral. Les plus éloignés. Vous prenez le capitalisme français des années 70, disons, dans les paysages européens, c'est les plus éloignés du modèle néolibéral. Donc c'est aussi les modèles qui vont engendrer le plus de résistance
quand on va entamer un processus de déforme ou réforme, je ne sais pas, mais dans la direction du moderne et libéral. On veut changer complètement des modèles. Il y a un tas d'intérêts constitués sur la base de l'organisation économique qui existe, qui vont résister à ça. Donc ça engendre une série de mouvements d'opposition qui sont l'oxygène dans lequel la gauche des ruptures, au sens électoral du terme, peut exister. Donc c'est important de souligner ça. Comme on évoque les Gilets jaunes, il faut quand même voir aussi l'autre dimension du rapport entre classe politique et mouvements sociaux. Les Gilets jaunes, je crois qu'on aurait du mal à trouver un mouvement, sans rien retirer aux autres, mais un mouvement qui a mis tant d'énergie, tant de souffrance dans son combat, tant de, comment dire, de dureté, de résistance. Un combat qui a duré, je ne sais pas pendant combien de semaines, malgré la répression policière, malgré la disqualification par les médias, malgré le fait qu'il y avait un tas de gens qui les traitaient de fascistes, arriérés et compagnie. Ils ont combattu. Et au bout d'un combat qui a peu d'équivalent, ils n'ont pas obtenu grand-chose. On ne peut pas dire qu'ils aient gagné. Ils ont obtenu quelques transferts de revenus, mais vraiment des petits trucs par rapport au niveau de l'énergie qui a été mise dans le mouvement. Et si on veut réfléchir à ça, il faut peut-être se dire qu'un mouvement qui refuse, parce que c'était le cas des Gilets jaunes, qui refuse d'avoir un interlocuteur politique, ben, il se ferme aussi des possibilités. Et donc, c'est un rapport compliqué, mais c'est un rapport qu'il faut penser dans les deux directions. Il n'y a pas de gauche qui pèse politiquement sans un mouvement social derrière, ça n'existe pas. Il n'y a pas, ou difficilement, des mouvements sociaux qui obtiennent des résultats importants sans chercher de l'interlocution politique. Ça, évidemment, ça ne veut pas dire que l'autonomie est essentielle. Chacun est dans sa sphère, chacun a ses objectifs, mais le rapport est essentiel des deux côtés. Bon, alors il me reste à remercier énormément Stefano Palombarini, mais que nous reverrons fréquemment, je pense. Merci aussi pour votre attention, pour les questions. Alors, ton livre, il sort quand? Alors, si je ne dis pas une bêtise, le 10 octobre, à moins que ce soit le 7, mais je dirais que c'est le 10 octobre. Et déjà, on peut lire des interviews de toi et de Bruno Amable sur Internet. Mais le bouquin sort dans quelques semaines. Mon bouquin, il est déjà sorti il y a presque un an, mais je l'avais écrit à l'époque. J'étais présidente d'Attaque à l'époque, mais j'en ai juste 5 exemplaires. Donc ceux qui veulent en prendre, il y en a plus de 5. Allez les acheter vite. Voilà. C'est un bon bouquin. Et donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de fête de l'UMA. Voilà. Et bonne mobilisation dans les semaines, dans les mois à venir, parce qu'on va en avoir bien besoin. Voilà. Merci à tous d'avoir été là.